L'actualité est aussi brûlante à l'est de l'Europe avec cette Ukraine qui a toujours beaucoup de difficultés face à la Russie. Pour en parler, on est avec Aline Lebaille-Kremer. Bonjour Aline, merci d'être avec nous, journaliste et cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. On est aussi avec le colonel Michel Goya. Bonjour. Colonel, merci d'être là, consultant militaire LCI et historien. Je voudrais d'abord vous montrer un reportage saisissant. On va partir à l'est donc de la ligne de front. Depuis 3 mois, les Russes, vous le savez, mènent une large offensive en Ukraine et notamment au nord-est. Il y a plusieurs villes qui sont menacées, parmi elles Liman, désormais à moins de 15 km du front et bombardée tous les jours. C'est là que se sont rendus nos envoyés spéciaux, Arthur Grolet, Kostya Yoramenko et Thomas Misraki. Reportage aux côtés des soldats qui se battent pour tenir la ville et des habitants qui n'ont eu d'autre choix que de rester. Ce sont les premiers blessés de la journée. Transportés dans cette salle d'opération secrète de l'arrière-front, 4 hommes immédiatement pris en charge par l'équipe médicale. C'est un drone largueur ou un drone kamikaze? Le soldat ne répond pas, toujours sonné. C'est un traumatisme bénin. Il y a eu une explosion. Il souffre de mal de tête et il a vomi. Une fois les premiers soins prodigués, les soldats blessés sont transférés vers un hôpital. Décalez-vous s'il vous plaît. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi où tu peux. Dès que l'infirmier arrive, on y va. Pour ces hommes, c'est la fin d'un long calvaire. Ils viennent de nous amener des blessés du front. Ils n'ont pas pu les extraire avant, ça a duré très longtemps. Il y en avait beaucoup. Beaucoup de drones ennemis en activité. Ils ne pouvaient pas être évacués. On les a attendus longtemps, ça fait 2 jours qu'on les attendait. Ces soldats devraient avoir quelques jours de repos avant de retourner au front. Pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas le droit de filmer l'hôpital. Liman se trouve désormais à moins de 15 km de la ligne de front. La ville, à portée d'artillerie ennemie, sert de base arrière à l'armée ukrainienne. Conquise par les Russes en mai 2022, elle a été libérée par les Ukrainiens 5 mois plus tard. Aujourd'hui, elle est en grande partie détruite et presque entièrement vide. Ici, plus d'eau, plus de gaz. L'électricité ne fonctionne que quelques heures par jour. Dans le centre-ville, nous croisons Victor, 75 ans, en pleine conversation téléphonique. Attends, il y a des gars de la presse qui se baladent et qui font des photos. Regardez, je suis prêt. Ça va être diffusé où? C'est la télévision française. À la télévision française. Victor est né à Liman et ne veut pas en partir, malgré les difficultés et les bombardements. How are you? Comment ça va? Comme si j'étais en prison. Comme si j'étais en prison, c'est tout. Je vis dans une pièce. Le vieil homme dit espérer une paix rapide avec les Russes et regrette l'époque soviétique, ce qui fait bondir le soldat. Qu'ils restent chez eux, putain. Ils ont suffisamment d'espace. Ils peuvent rester en Sibérie. Ils y vivent déjà. Ils n'ont qu'à tous aller là-bas et y développer leur pays. Pourquoi ils ont aussi besoin de l'Ukraine? Oui, t'as raison. Alors pourquoi ils veulent venir ici? Poutine n'est pas en guerre contre la population. C'est ce qu'il dit. Il ment. Vous comprenez ça? Il ment. C'est un homme politique. Il faut se débarrasser de Poutine. Lui et l'autre. Mais non. Bon, ok, désolé. C'est la Russie qui nous a attaqués. C'est la Russie qui est en train de détruire notre pays. Il n'est pas de notre côté. Il y a des gens qui sont contre nous. Et ils pourraient aider les Russes à nous attaquer, à découvrir nos positions. Voilà pourquoi j'ai peur de ce genre de gens. Moins de 4000 personnes vivent encore à Liman, des pro-russes, en grande majorité.
Voilà pour ce reportage saisissant de nos équipes sur place. Aline Le Baïk-Reimer, on sait qu'il y a un traumatisme, alors évidemment au niveau de plein de villes en Ukraine, mais Liman, c'est particulièrement important pour les Ukrainiens parce qu'on sait que cette ville est tombée entre les mains des Russes au début de la guerre, au printemps. Elle a été reprise par les Ukrainiens 6 mois plus tard. Là, si elle est reprise à nouveau par les Russes, ce sera un coup dur. Oui, parce que Liman a été le symbole de l'occupation russe. Ensuite, un des symboles de la libération des territoires. Et donc, elle est chargée de beaucoup de choses. Ça, c'est pour le plan symbolique. Ensuite, pour le plan stratégique et militaire. On va l'écouter avec le colonel Goya dans un instant. Mais d'abord, vous qui êtes en lien avec les populations sur place, constamment, avec les populations ukrainiennes notamment, on a parfois on oublie parfois ce que c'est. À quel point ça avait été sa ville, de revenir. Je me rappelle très exactement la libération de Liman. Ça avait été une joie, une fête, malgré tout, parce que la notion de fête est à prendre avec une certaine mesure quand on parle de fête en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle. Mais ça avait été une joie, une fierté, de l'espoir, énormément d'espoir, et ça symbolisait le fait surtout que les territoires étaient provisoirement occupés. D'ailleurs, c'est une formule que les Ukrainiens emploient beaucoup et auquel ils tiennent. Ils parlent toujours de territoires provisoirement occupés, et Liman avait été l'un d'une vignette absolue d'une libération possible par l'armée ukrainienne de ces territoires. Donc elle est vraiment chargée de symboles. Ensuite, par rapport aux images que l'on vient de voir aussi, de noter que ce que dit ce vieux monsieur, il symbolise aussi, parce qu'il y a beaucoup de symboles en permanence, il symbolise aussi l'échange qu'il a avec ce jeune soldat, la fracture générationnelle qu'il y a aussi à certains endroits de ces territoires. Et oui, il y a une portion congrue d'une partie des personnes plus âgées en Ukraine qui finalement n'ont connu que, en tout cas ont construit leur vie et fait leur vie sous le régime soviétique, qui finalement sont un peu détachés parfois, encore une fois, des considérations d'une génération de 40 ans, 30 ans, 20 ans qui, eux, ne veulent plus être soumis d'une façon ou d'une autre à une influence, une domination et surtout à un esclavage. Et c'est justement cet extrait dont vous parlez qui vous a fait sourire, Christian Maigrelis. Je vous ai vu pendant que vous regardiez ce reportage. Merci de nous avoir rejoints. On le rappelle, vous connaissez parfaitement ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et vous étiez l'ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev. Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est pas si simple sur le front, notamment quand on entendait cet habitant pour qui finalement ça changeait pas grand-chose, l'arrivée des Russes. Vous savez, j'ai bien parcouru l'Ukraine après l'indépendance, avec le président Kouchma, qui était un ami, et qui m'avait amené à visiter des régions un peu dans tout le coin. Et j'avais eu une impression très, très mitigée. Parce que, autant à Kiev, on parlait raisonnablement ukrainien, normalement ukrainien, autant dans des régions comme Lugansk ou la Crimée, on parlait russe, déjà. Ensuite, je me souviens en particulier de la Crimée, où on m'a présenté des chefs de village d'origine turque, les Tatars de Crimée, comme on les appelle, qui avaient un discours très dubitatif sur la souveraineté ukrainienne et qui, pour certains, souhaitaient le retour de la Russie. Donc il y a... Je ne dis pas que c'est partout. Je pense que Kiev, c'est différent. Et russophone ne veut pas dire forcément pro-russe, au passage. Mais Volodymyr Zelensky est russophone. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils regrettaient, en fait? Ce que ce vieil homme a dit, il regrettait le soviétisme. Parce qu'à l'époque soviétique, on savait où on allait, l'avenir était tracé, il n'y avait pas de soucis, on était pauvres, mais on pouvait à peu près vivre correctement. Et il n'y avait pas de problème politique. Aucun problème politique. Et quand on voulait de l'argent, eh bien, Moscou était toujours là pour envoyer de l'argent. Moi, je l'ai vécu dans les usines. Quand les usines ont été privatisées et qu'on ne pouvait plus téléphoner à Moscou pour demander le $1 000 000 suivant, ça a été la catastrophe. Moi, ça a été ma chance parce que j'ai monté des financements structurés
pour ces gens-là. Mais en général, c'était catastrophique. Donc, je me souviens d'un article que j'avais écrit à l'époque où je disais peut-être qu'un jour on regrettera l'Union soviétique. J'exagérais, évidemment, c'était schématique, mais on arrive à un point où, en Russie aussi, on commence à regretter l'Union soviétique. En Russie même. En Russie, ça... Avec l'assommé de propagande. Vous ne parlez pas de l'Ukraine, mais plutôt de la Russie. On ne regrette pas l'Union soviétique. Absolument. On rappelle... Non, mais ça permet quand même... merci pour votre témoignage. Ça permet de mieux comprendre pourquoi il y a certaines déclarations comme celle-ci et certains témoignages. C'est cette génération. Voilà, exactement. On parlait notamment de génération. Vous parliez d'une petite partie et d'une génération, mais qui existe aussi. On va continuer à parler de Liman, parce qu'on voyait ces images de combat. On le rappelle, Liman a seulement 15 km de cette zone de combat entre les Russes et Ukrainiens. Colonel Goya, je vous emmène devant le grand écran pour mieux comprendre ce que signifierait la prise de Liman à nouveau par l'armée russe. Alors on le rappelle, là on est dans le Donbass. Oui. À l'est, dans l'oblast de Donetsk. Donc Liman, c'est juste ici. On le rappelle, Liman qui a été prise par les Russes au début de la guerre, qui a été reprise par les Ukrainiens 6 mois plus tard, en octobre 2022. Pourquoi est-ce qu'on se dispute toujours cette ville ? Alors, il faut rappeler que effectivement, depuis avril 2022, les objectifs stratégiques russes ont changé. Il y en a un dont on est à peu près sûr, c'est de conquérir complètement le Donbass, c'est-à-dire la province de Louhansk. Et ça, pour les Russes, c'est fait. Et surtout, maintenant, la province de Donetsk. Et conquérir la province de Donetsk, c'est s'emparer, au bout du compte, de 3 villes, Sloviansk, Kramatorsk, Pokrovsk. Et pour ça, les Russes ont une autre méthode qui consiste à pousser partout, essayer de s'infiltrer, et puis petit à petit de grignoter pour arriver jusqu'à ces villes et s'en emparer. Parce que s'il y a un verrou qui tombe, ça veut dire que les autres sont faciles d'accès ? Ça veut dire que... ça signifie surtout qu'il y a des étapes intermédiaires, d'une certaine façon. Il y a des points clés à prendre avant d'arriver jusqu'à ces villes. Et Liman, c'est un de ces points clés. Alors effectivement, ça a été évoqué, c'est un point clé important, qui est dur. Alors d'abord, c'est une ville qui faisait 20 000 habitants, donc avant la guerre. Bon, évidemment, maintenant, il n'y a plus beaucoup, mais ça veut dire que c'est un espace urbanisé. Tous les espaces urbanisés sont durs à conquérir et plus faciles à défendre. C'est dans une zone boisée, il y a un parc naturel, il y a un cours d'eau qui se trouve entre Liman et Sloviansk. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, au printemps 2022, lorsque la première offensive du Donbass russe, elle a eu pour objectif, un de ses objectifs premiers, c'était de s'emparer de Liman avant de pouvoir progresser ensuite directement sur Sloviansk. Ils ont été chassés en octobre 2022 par la grande offensive, c'était la grande victoire de la province de Kharkiv, qui a commencé effectivement la province de Kharkiv, qui s'est développée par ici. C'était une grande victoire, Liman, pour les Ukrainiens. Et puis maintenant, alors qu'on est dans une phase de nouvelle offensive russe, que les Russes avancent, bien évidemment, ils progressent aussi. Alors on parle beaucoup effectivement de la progression vers Pokrovsk, on parle beaucoup de la région de Bakhmut, Torets, où là c'est plutôt la remontée vers Kramatorsk. Mais il y a aussi cette pointe d'effort russe en direction de Liman, qui se trouve maintenant à 15 km des premières lignes, et donc à portée d'artillerie 15 déjà. 15 km, ça représente beaucoup ou pas ? C'est très peu ? Alors, en soi, c'est peu. On a du mal à jauger, à se dire en soi, c'est peu. Loin, en voiture, vous mettez quelques minutes pour franchir 15 km. En revanche, en temps de guerre, lorsqu'il faut conquérir ces kilomètres, c'est beaucoup plus long. Et on voit bien que, concrètement, pour s'emparer de Liman, il faudra certainement des mois aux Russes, en admettant qu'ils continuent à avancer de cette façon. Ça ne peut pas tomber ces prochains jours ? Non, ces prochains jours, non, c'est exclu. En revanche, oui, qu'il y ait une forte pression des Russes dans cette région, ça c'est évident. Et il y aura incontestablement une nouvelle bataille spécifique de Liman. Merci beaucoup, colonel Goya, pour ces explications. On va pouvoir continuer d'en parler sur ce plateau, mais d'abord, je voudrais qu'on entende nos envoyés spéciaux qui étaient sur place et qui ont justement réalisé ce reportage exceptionnel. C'était Thomas Misraki avec Arthur Grolet. On va écouter Thomas Misraki justement sur les difficultés des Ukrainiens sur le terrain globalement. Et là, cette fois, Thomas Misraki s'est un peu éloigné. Il a quitté Liman pour aller du côté de Dnipro.
Chaque jour ou presque, les Russes annoncent avoir conquis de nouvelles localités dans l'Est. Alors le plus souvent, ce sont de tout petits villages, quelques maisons seulement, quelques habitants seulement, mais ils continuent de progresser. Ils se battent aussi dans 2 villes plus importantes, Chassivyar dans la région de Bakhmout ou encore Kourakove dans la région de Pokrovsk, dont ils se rapprochent d'ailleurs dangereusement. Les Russes qui sont également à l'offensive dans leur région de Koursk où les combats continuent de faire rage. Selon un soldat ukrainien à qui nous avons pu parler hier, il continue de pousser ces Russes dans cette région avec un objectif, selon lui, de récupérer ce territoire avant le Nouvel An. Les Ukrainiens contrôlent toujours un bout de terre d'environ 11 km de profondeur sur 13 km de large en Russie. Voilà pour les détails de Thomas Misraki avec Arthur Grolet.